Madagascar, une île immense au cœur de l'océan Indien, berceau d'une civilisation complexe, carrefour d'influences africaines et asiatiques, mais aussi le théâtre d'une des colonisations les plus brutales et méconnues du XXe siècle. As-tu déjà entendu parler de la Grande Révolte de 1947, de ces dizaines de milliers de morts dont on ne prononce presque jamais le nom? Aujourd'hui, il est temps de lever le voile sur cette histoire. Une histoire de conquête, de pillage, de résistance et de dignité retrouvée. Car comprendre Madagascar entre 1896 et 1960, c'est comprendre la violence du système colonial et l'acharnement d'un peuple à rester debout. Avant l'invasion française, Madagascar n'était pas un territoire vide ni primitif, comme la propagande coloniale l'a prétendu. C'était un royaume structuré et centralisé sous la dynastie Mérina. Depuis le début du XIXe siècle, le royaume Mérina avait unifié la majeure partie de l'île, avec une administration organisée, un système judiciaire, une armée et des relations diplomatiques. Son économie était tournée vers le commerce international. Riz, bétail, épices, soie, graphite. Le royaume avait même entamé des efforts d'industrialisation et entretenait des liens privilégiés avec la Grande-Bretagne. Mais cette puissance locale dérangeait les ambitions françaises. Après des tensions croissantes, la France impose un protectorat en 1885, prétexte à une présence militaire et politique grandissante. Ce protectorat était censé être bilatéral. En réalité, il sert de cheval de Troie à la domination coloniale. Les autorités Mérina résistent diplomatiquement, tentant de préserver leur autonomie. Mais Paris veut une colonie à part entière. Les tensions culminent avec l'expédition militaire française de 1895. Sous couvert de faire respecter le traité de protectorat, la France envoie plusieurs milliers de soldats, lourdement armés, dirigés par le général Duchesne. C'est une véritable guerre de conquête. Les troupes françaises bombardent les ports, avancent vers Tananarive en incendiant villages et récoltes. Les pertes sont énormes des deux côtés. Les maladies déciment aussi les soldats français, mais cela ne freine pas l'expansion. En septembre 1895, Tananarive tombe. La reine Ranavalona III est forcée d'accepter l'occupation. En 1896, la France proclame l'annexion pure et simple. Madagascar cesse d'être un royaume souverain pour devenir une colonie française. La monarchie est abolie. La reine est exilée à Alger. Les dignitaires sont arrêtés ou exécutés. À Paris, on célèbre la victoire. Dans les villages malgaches, c'est l'humiliation et la terreur. Pour pacifier l'île, la France nomme le général Gallieni gouverneur. Il incarne la brutalité coloniale moderne. Répression implacable, exécutions exemplaires, destruction des symboles du pouvoir Mérina. Gallieni impose sa fameuse « politique des races », diviser pour mieux régner, dresser les uns contre les autres. Il nomme des chefs locaux fidèles à la France, marginalise les élites traditionnelles récalcitrantes, encourage les rivalités ethniques. Les révoltes éclatent immédiatement. Le mouvement Menalamba, les tuniques rouges, mène la résistance dans les hautes terres. Ces combattants rejettent la domination française et la christianisation forcée. Ils brûlent des missions, attaquent des postes français. La répression est féroce. Gallieni envoie des colonnes mobiles pour écraser toute opposition. Les villages sont incendiés, les chefs capturés et exécutés, les populations terrorisées pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance. Entre 1895 et 1900, la France transforme Madagascar en laboratoire colonial. La conquête militaire est achevée, mais la résistance ne s'éteint pas. Elle se mue en haine contenue, en rancœur sourde prête à ressurgir. Derrière les discours de civilisation, la colonisation est avant tout une entreprise de soumission et de pillage, car l'objectif est clair, exploiter les richesses malgaches, contrôler la population et intégrer de force l'île dans l'Empire français. Ce n'était que le début d'une longue nuit coloniale. Au début du XXe siècle, Madagascar est solidement sous contrôle français. Mais la conquête militaire n'était qu'un prélude. Désormais, il s'agit pour l'administration coloniale d'organiser l'exploitation systématique du territoire et de sa population. L'île est découpée en districts dirigés par des administrateurs français tout-puissants. Ces hommes disposent d'un pouvoir quasi absolu. Ils fixent les taxes, imposent des corvées, nomment les chefs locaux.
le régime est militarisé et bureaucratique. Pour rentabiliser la colonie, la France instaure l'impôt de capitation obligatoire. Même les plus pauvres doivent payer en argent sous peine de sanctions. Saisie, prison, travail forcé. Pour obtenir l'argent, beaucoup de familles sont contraintes de vendre leurs terres ou leur bétail, ou de devenir main-d'œuvre pour les colons et les entreprises concessionnaires. Mais le pilier du système colonial reste le travail forcé, baptisé officiellement prestation en nature. Les hommes sont réquisitionnés pour construire routes, chemins de fer, ponts, ports. Ils travaillent des semaines entières, loin de chez eux, dans des conditions inhumaines, pour un salaire dérisoire ou nul. Ces infrastructures ne visent non pas à améliorer la vie des Malgaches, mais à faciliter l'exportation des richesses vers la France. Vanille, café, riz, graphite, huiles essentielles. Madagascar devient une réserve stratégique de matières premières, exploitée pour alimenter l'industrie et le commerce métropolitain. Les terres les plus fertiles sont confisquées et redistribuées à des colons ou à des sociétés concessionnaires françaises. Les paysans malgaches sont relégués sur des sols pauvres, contraints de cultiver des produits imposés par l'administration. La faim et la misère s'installent. Pour justifier ce système, la France se dote d'un arsenal juridique. Le Code de l'indigénat, imposé à Madagascar dès 1901, permet à l'administrateur de condamner sommairement tout indigène à des amendes, des peines de prison, des corvées supplémentaires. Les punitions sont arbitraires. Parler contre l'administration, refuser un ordre, protester contre un abus suffisent à envoyer un homme casser des cailloux sur les routes coloniales. Derrière ces lois se cache une idéologie raciste. Les Malgaches sont considérés comme inférieurs, incapables de se gouverner eux-mêmes. L'administration coloniale se veut paternelle, mais son paternalisme est une façade pour masquer le pillage et l'asservissement. Les missionnaires et les écoles coloniales participent à cette entreprise. On y enseigne l'histoire de la France, la langue française, la religion chrétienne. Mais on interdit ou on méprise les langues malgaches, les croyances locales, les traditions. On forme une élite subalterne, loyaliste, destinée à servir l'administration, pas à libérer son peuple. Malgré la propagande de progrès et de civilisation, la réalité est crue. Madagascar est exploité pour enrichir la métropole et sa population vit sous un régime de terreur et d'humiliation. La résistance n'a pourtant jamais disparu. Dans les années 1900 et 1910, plusieurs soulèvements éclatent. Dans l'Ouest, dans le Sud, des communautés refusent l'impôt et les réquisitions. Les autorités réagissent par la violence. Villages brûlés, exécutions publiques, déplacements forcés. Kalieni et ses successeurs appliquent la pacification par la terreur. La Première Guerre mondiale va encore aggraver la situation. Près de 45 000 Malgaches sont mobilisés comme soldats ou travailleurs pour l'effort de guerre français. Beaucoup meurent sur le front ou dans les camps. Ceux qui rentrent découvrent qu'ils n'ont aucun droit supplémentaire, pas de citoyenneté, pas de réforme. Leur sacrifice est méprisé. Dans l'entre-deux-guerres, la pression fiscale s'intensifie. La France veut rentabiliser encore plus la colonie. On multiplie les cultures commerciales, café, vanille, riz exportés. Mais la population locale en tire peu de bénéfices. Les prix sont fixés par les compagnies françaises, les impôts restent lourds, le travail forcé continue. La crise économique des années 1930 aggrave la misère. Les révoltes fiscales se multiplient. Dans certaines régions, on refuse de payer. Les administrateurs répondent par des punitions collectives. Malgré la censure et la répression, une conscience nationale commence à émerger. Des enseignants, des intellectuels, des anciens soldats forment les premiers noyaux nationalistes. Ils réclament la fin du code de l'indigénat, plus d'égalité, plus de respect. Des associations se créent, des journaux naissent, surveillés et souvent censurés. Les idées anticolonialistes circulent, discrètement mais sûrement. La population rurale, épuisée par les corvées et la fiscalité, bouillonne de colère. Tout est en place pour qu'un jour, cette rage explose. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Madagascar est une colonie saignée à blanc. Ses ressources pillées, sa population exploitée et humiliée. Mais dans les esprits, la révolte couve. Les autorités françaises ne voient pas qu'elles sèment les graines de la plus grande insurrection de l'histoire coloniale de l'île. Une insurrection qui allait éclater en 1947 et marquer à jamais la mémoire collective.
Mars 1947. Madagascar explose. Après plus de 50 ans de domination coloniale, d'impôts écrasants, de travail forcé et d'humiliations quotidiennes, la colère éclate en une insurrection massive. Mais pour comprendre cette révolte, il faut voir tout ce qui la nourrit. Depuis la conquête, les Malgaches ont été traités en sujets de seconde zone, soumis au code de l'indigénat, forcés de travailler sans salaire sur des chantiers pour la gloire de la France, dépossédés de leurs terres. L'école coloniale leur inculquait l'admiration pour la France, tout en niant leur histoire, leur langue, leur dignité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation s'est encore aggravée. Madagascar avait été un enjeu stratégique. Occupée un temps par les Britanniques pour contrer Vichy, elle avait subi des tensions militaires. Les Malgaches avaient été mobilisés comme soldats ou travailleurs, encore une fois sans droits supplémentaires après la guerre. Pourtant, en 1945, le monde changeait. La France, libérée du nazisme, promettait la liberté, la démocratie et même l'Union française, censée accorder plus d'autonomie aux colonies. Les Malgaches espéraient enfin des réformes concrètes, la fin du code de l'indigénat, la représentation politique réelle, l'égalité. Des partis politiques émergent. Le MDRM, Mouvement démocratique de la rénovation malgache, fondé en 1946, prône l'indépendance par des moyens pacifiques, des pétitions, des élections. Il connaît un grand succès populaire. Des milliers d'adhérents à travers l'île, notamment parmi les paysans épuisés par la misère et les corvées. Mais l'administration coloniale et les colons français locaux s'inquiètent. Ils craignent de perdre leurs privilèges. Le gouverneur général refuse toute négociation réelle. Le climat se tend. Les arrestations se multiplient, les réunions sont surveillées, les journaux censurés. Dans cette atmosphère de répression, la colère déborde. Dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, des insurrections éclatent dans l'Est et le Sud-Est. Des groupes armés, souvent mal équipés, attaquent des postes administratifs, sabotent des lignes télégraphiques, libèrent des prisonniers. C'est une révolte populaire. Paysans, anciens soldats, jeunes, vieux, tous veulent en finir avec la colonisation. Face à cette explosion, la France répond avec une brutalité implacable. L'armée coloniale, renforcée par des troupes venues d'Afrique du Nord et d'Indochine, est déployée massivement. Les zones insurgées sont déclarées interdites. On y mène des opérations de ratissage. On incendie les villages soupçonnés d'aider les rebelles. On pratique des exécutions sommaires, des viols, des tortures pour obtenir des aveux ou terroriser la population. Des témoins racontent des scènes atroces, des civils brûlés vifs dans leurs cases, des prisonniers jetés des falaises. La répression ne vise pas seulement les combattants, mais l'ensemble des populations rurales. Les estimations varient, mais la plupart des historiens sérieux s'accordent sur un chiffre effrayant. Jusqu'à 100 000 Malgaches pourraient avoir péri dans cette répression, directe ou indirecte, tués lors des combats, exécutés, morts de faim et de maladie après la destruction de leur village. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Le MDRM, accusé d'avoir fomenté la révolte, est interdit. Ses dirigeants, Joseph Raceta, Joseph Ravoahangi, Jacques Rabé-Mananjara, sont arrêtés, jugés, condamnés lourdement. Pourtant, il n'existe pas de preuve qu'ils aient directement ordonné les attaques. Ils militaient pour l'indépendance par des moyens légaux. Leur procès est un simulacre, destiné à briser toute contestation. Malgré cette répression féroce, la grande révolte de 1947 marque un tournant irréversible. Elle révèle au monde entier la brutalité de la colonisation française. En France même, des voix s'élèvent. Des députés, des intellectuels, des journalistes dénoncent les massacres. À Madagascar, la révolte entre dans la mémoire collective comme un traumatisme profond, mais aussi comme un symbole de courage et de dignité. Elle nourrit la détermination des générations suivantes, car même écrasée, l'idée d'indépendance ne disparaît pas. Au contraire, elle gagne du terrain, se structure politiquement. La France comprend que la colonie n'est plus pacifiée. La peur change de camp. Dans les années qui suivent, le pouvoir colonial va devoir composer avec une population marquée par le sang et décider à exiger son droit à la liberté. Après la répression sanglante de 1947, Madagascar est traumatisée, mais loin d'être soumise. La violence coloniale a brisé des milliers de vies, mais elle n'a pas détruit l'idée d'indépendance. Elle l'a rendue plus urgente et plus légitime. Dans l'immédiat,
La France instaure un régime de terreur. Arrestations massives, surveillance généralisée, censure de la presse. Les militants nationalistes sont emprisonnés, exilés ou réduits au silence. Le MDRM est interdit, ses dirigeants condamnés, certains envoyés au bagne. Mais malgré cette chape de plomb, la colère n'est pas éteinte. Elle se transforme en une détermination plus organisée et plus stratégique. La révolte de 1947 a ouvert les yeux de la communauté internationale. Des voix s'élèvent pour dénoncer les massacres, même en métropole. Le gouvernement français, soucieux de son image après la Seconde Guerre mondiale, ne peut plus ignorer la question coloniale. Dans les années 1950, la France est confrontée à d'autres mouvements de libération. En Indochine, en Algérie, en Afrique noire. Elle comprend qu'elle ne pourra pas maintenir éternellement son empire par la force seule. À Madagascar, la population reste sous pression. Le code de l'indigénat est officiellement aboli en 1946, mais les inégalités persistent. Les impôts restent lourds, l'accès à la terre est toujours inégal, et l'administration reste dominée par les Français. Pourtant, de nouvelles forces politiques émergent, plus prudentes, plus adaptées à la surveillance coloniale. Des partis réformistes ou autonomistes apparaissent, réclamant d'abord plus de droits civiques, la fin des discriminations, des institutions locales élues. En 1956, la loi cadre Defferre ouvre la voie à une autonomie administrative limitée. C'est une manœuvre de la France pour calmer les tensions dans ses colonies. À Madagascar, cette loi permet la création d'assemblées locales élues. Elle favorise aussi la formation de partis politiques plus ouverts, mais sous contrôle. Des figures charismatiques apparaissent. Philibert Tsiranana fonde le Parti social-démocrate, PSD, prônant une autonomie progressive et des relations privilégiées avec la France. Il gagne du soutien grâce à un discours rassurant pour Paris et les colons. Pas de rupture brutale, mais une indépendance négociée et contrôlée. D'autres partis plus radicaux continuent à exiger une indépendance immédiate et complète, mais ils sont marginalisés ou réprimés. Les élections de 1957 donnent la majorité au PSD, qui contrôle les institutions locales et devient l'interlocuteur privilégié de la France. La 4e République française est alors en crise, minée par la guerre d'Algérie, la perte de l'Indochine, les pressions internationales. Elle choisit de négocier, offrir une indépendance encadrée pour éviter une nouvelle guerre coloniale. En 1958, le général de Gaulle, revenu au pouvoir, propose la Communauté française, un système qui permet aux colonies de devenir des États autonomes associés à la France. Madagascar accepte d'abord ce cadre, mais la pression pour l'indépendance complète ne faiblit pas. Les négociations s'intensifient. Finalement, en avril 1960, la France et les dirigeants malgaches signent les accords d'indépendance. Le 26 juin 1960, Madagascar devient officiellement un État indépendant. Philibert Tsiranana en devient le premier président. Les cérémonies d'indépendance sont émouvantes. Levée du drapeau malgache, hymne national, discours solennel. Mais beaucoup savent déjà que cette indépendance est imparfaite. Les liens économiques et militaires avec la France restent très étroits. Les bases françaises sont maintenues. La nouvelle élite politique est souvent formée en France et dépendante de l'ancienne puissance coloniale. L'économie reste tournée vers l'exportation de matières premières dans un cadre commercial hérité de la période coloniale. Pourtant, pour des millions de Malgaches, ce 26 juin 1960 est un jour d'espoir. Après des décennies de soumission, de travail forcé, de violence, c'est la reconnaissance officielle d'une souveraineté longtemps niée. Même imparfaite, même sous condition, l'indépendance est une victoire. Une promesse d'avenir à construire. Elle ouvre un nouveau chapitre de l'histoire malgache, celui des défis de la liberté retrouvée, de la reconstruction d'une identité nationale et de la mémoire des luttes et des sacrifices. Aujourd'hui encore, la période coloniale continue de hanter la mémoire malgache. Les cicatrices de la conquête, du travail forcé, des impôts humiliants, des villages incendiés et surtout du traumatisme de 1947 ne se sont jamais refermées. Dans de nombreuses familles, on se souvient encore des ancêtres morts sans sépulture, des corps disparus, des récits chuchotés par peur des représailles. Cette mémoire douloureuse fait partie de l'identité nationale, mais pendant des décennies, elle a été passée sous silence.
les manuels scolaires français ont longtemps minimisé ou ignoré ces crimes. Même à Madagascar, la période coloniale a été racontée d'un point de vue officiel, édulcoré, sans donner la parole aux victimes ni reconnaître la violence systémique. Ce silence est une autre forme de violence. Il empêche de faire le deuil, de comprendre le passé et d'en tirer des leçons. Mais les choses changent. Aujourd'hui, de plus en plus de Malgaches, d'Africains, d'historiens et de citoyens ordinaires veulent briser l'omerta. Ils réclament la vérité. Sur les massacres de 1947, sur le code de l'indigénat, sur le vol des terres, sur l'exploitation des ressources, sur les divisions ethniques entretenues par la politique coloniale. Car comprendre cette histoire, ce n'est pas vouloir se venger, c'est refuser l'oubli et l'injustice, c'est dire « plus jamais ça ». C'est redonner leur dignité à celles et ceux qui ont résisté, souvent au prix de leur vie. C'est aussi comprendre le présent. Beaucoup d'inégalités économiques, de tensions sociales, de dépendances économiques sont les héritages directs de la colonisation. Les routes tracées pour exporter les richesses, l'économie tournée vers l'extérieur, les inégalités foncières, la centralisation autoritaire, tout cela n'est pas né d'hier. Cela vient d'un système pensé pour dominer et exploiter. En parler, c'est donc aussi réfléchir à l'avenir. Comment construire un développement plus juste? Comment renouer avec les cultures et les savoirs locaux? Comment bâtir une société plus égalitaire et plus souveraine? Il ne s'agit pas de se complaire dans le passé, mais de le regarder en face, pour éviter qu'il ne se répète sous d'autres formes. Pour celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement celle de Madagascar. Elle parle à toute l'Afrique, à tous les peuples colonisés. Elle interroge aussi l'Europe. Que faire de cette mémoire? Comment reconnaître les crimes sans faux semblant? Comment réparer, au moins symboliquement, ces injustices? Aujourd'hui, je t'invite à ne pas rester silencieux, à partager cette histoire, à en discuter autour de toi, à demander qu'elle soit enseignée, connue, reconnue, parce que la mémoire est un droit, parce que l'oubli est une injustice. Si tu as aimé ce documentaire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Laisse aussi ton commentaire. Dis-nous ce que tu en penses, raconte-nous ce que tu sais ou ce que tu aimerais approfondir. Ensemble, faisons vivre ces histoires, pour qu'elles ne meurent jamais. Merci de ton écoute, merci pour ta curiosité et ton engagement. À très bientôt pour de nouvelles explorations de notre histoire partagée.